Salam alaikum, c'est Monsieur Alaoui. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve, bien que cette fois-ci à distance, pour vous traiter ce quatrième chapitre du module Physiologie de la nutrition. Donc, ce quatrième chapitre qui concerne les besoins nutritionnels. À quoi donc correspondent ces besoins nutritionnels? Ce sont donc les besoins d'un individu qui correspondent à la quantité moyenne de nutriments nécessaires quotidiennement pour assurer le développement de l'organisme, le renouvellement des tissus, le maintien des fonctions physiologiques est un état de santé normal et faire face à certaines périodes de la vie telles que la croissance, la gestation et lactation. C'est-à-dire, dans ces périodes-là, il faut donc répondre aux besoins instantanés. Et les nutriments ou éléments nutritifs sont donc des composants élémentaires contenus dans les aliments ou issus du milieu naturel ambiant et utilisés par l'organisme pour couvrir ses besoins physiologiques, surtout de croissance et de développement. Ils sont constitués par la totalité des composés organiques et minéraux nécessaires à l'organisme vivant pour assurer et entretenir sa vie. Donc un nutriment peut être directement assimilé sans aucune modification chimique. Et les processus ou le processus d'assimilation de ces nutriments est appelé nutrition. Alors, parmi les éléments qui peuvent être assimilés sans aucune modification, il y a l'eau, les sels minéraux et les vitamines. Alors, ces aliments, pour être absorbés et utilisés par nos cellules, ils doivent être transformés par le tube digestif en nutriments assimilables. Alors, les dits et les polysaccharides, donc les glucides complexes, doivent être transformés en monoglycérides, assimilables et absorbables. Les protéines doivent être transformées ou dégradées en acides aminés, et puis les triglycérides et lipides en glycérol, et puis en acides gras assimilables. Et tout passe par le tube digestif. Donc là, vous voyez donc l'eau, les monoglycérides, les acides gras, les monosaccharides, les minéraux et les vitamines sont donc absorbés sans transformation. Alors, pour quelles raisons faut-il donc se nourrir? Tout d'abord parce que les aliments, en principe, doivent compenser les pertes et assurer donc la croissance et l'entretien du corps. Parce que notre organisme est sujet le long de la journée d'un certain nombre de pertes de matière, de cellules et d'énergie qu'il faut donc renouveler à chaque fois et quotidiennement par l'apport de nutriments. Donc la croissance et l'entretien et la réparation du corps nécessitent donc un apport régulier en matière et en énergie, alors que l'on enregistre chaque jour donc des pertes de matière, comme vous le voyez, 2 litres d'eau qui sont perdus chaque jour à travers la respiration, la transpiration et l'excrétion urinaire et l'excrétion par des fesses, des milliards de cellules comme la chute des cheveux, l'usure de la peau, la destruction et le vieillissement des globules qui doivent être renouvelés, et la perte d'énergie due donc au travail musculaire, au travail intellectuel et au dégagement de chaleur, et également à l'élaboration de certaines sécrétions. Donc ce qui va nous dicter d'aller chercher de la nourriture, donc c'est la sensation de faim ou bien de la soif. Alors lorsqu'on regarde la composition moyenne de notre corps, on s'aperçoit où réellement il est constitué à 65% d'eau, 5% de sels minéraux, 18% de protéines, 13% de lipides et 0,30% de glucides. Donc les nombreux composants chimiques du corps humain existent principalement sous forme d'eau, de protéines, lipides, glucides et de sels minéraux.
dans des proportions qui sont représentées là-dessus. Compte tenu donc de cette composition de notre organisme, donc tout corps humain est construit à partir de nutriments contenus dans les aliments contenant ces 5 éléments, ainsi que les vitamines qu'il faut donc renouveler. Alors ces éléments existent donc sous deux formes de catégories, donc soit sous forme de matière minérale ou inorganique, qui proviennent du monde minéral non vivant, qui sont donc l'eau, les sels minéraux, tels que le calcium, le phosphore, le fer, le magnésium et d'autres, ou sous forme de matière organique fabriquée par les organes vivants. Ce sont donc les protéines, surtout donc les protéines, les glucides ou hydrates de carbone, tels que l'amidon, le sucre, la cellulose, les lipides ou matières grasses, et les vitamines. Et là, il y en a quand même à peu près 13 sortes de vitamines. Donc la composition du corps, comme on vient de le voir, va donc dépendre dans une large mesure de ce que nous consommons. Ainsi, ces nutriments contenus dans les aliments sont indispensables à la santé et doivent être consommés selon les besoins. Alors, parmi les nutriments, on distingue des nutriments énergétiques qui sont les lipides, les glucides et les protéines, des nutriments de constitution et d'entretien des tissus. Là aussi, on trouve les protéines, les lipides qu'on trouve également au niveau des membranes, de l'eau et les éléments minéraux. Il y a des nutriments de régulation du métabolisme, tels que les acides aminés essentiels, les acides gras essentiels, les vitamines, les éléments minéraux et les éléments en petites traces, appelés également oligo-éléments. Quand on dit en petites traces, c'est-à-dire qu'on trouve en petite quantité dans l'organisme par rapport aux sels minéraux qu'on trouve à un taux plus élevé par rapport aux oligo-éléments. Il y a également des nutriments à fonction qui doivent avoir une fonction mécanique de péristaltisme intestinal, tels que les fibres alimentaires. Et là, on trouve la cellulose et l'hémicellulose. Il y a des nutriments à fonction sensorielle, à l'appétence, qui vont donc avoir donné de l'odeur, une saveur, des arômes donc aux nutriments. Les nutriments jouant sur la couleur également, et les nutriments jouant sur la consistance, tels que l'eau. Alors, quels sont donc ces besoins? Donc, ils peuvent être classés en 3 types. Des besoins donc énergétiques, et là on trouve donc les protéines, les lipides et les glucides. Des besoins non énergétiques, qui sont donc les besoins en vitamines et sels minéraux, et les besoins liquidiens dans l'eau. Alors ces besoins donc présentent des particularités individuelles. Ils varient donc en fonction de l'âge, du sexe, de la surface corporelle, de l'activité physique, c'est un facteur très important, la vitesse de croissance, la variabilité génétique. Ils sont également influencés par l'environnement, donc en fonction de l'animal, les besoins peuvent augmenter ou baisser. Les besoins de l'organisme pour donc les nutriments considérés. Un nutriment particulier, par exemple le fer pour la synthèse des globules ou autres. Alors, ce sont donc les dépenses qui vont définir les besoins. Donc c'est normal, les besoins, on va les apporter pour compenser ce qui va être utilisé par notre organisme. Donc ce sont les dépenses qui vont définir les besoins. Pour une alimentation équilibrée, il faut que les apports alimentaires soient égaux aux dépenses. Et ceci va nous assurer donc un poids stable. Alors commençons par les besoins énergétiques. Alors ces besoins énergétiques sont les quantités d'énergie nécessaires à un individu pour assurer ses dépenses énergétiques. Comme je dis, donc ce sont les dépenses qui vont dont va dépendre donc les besoins. Alors la dépense énergétique totale correspond donc aux dépenses nécessaires pour l'entretien des activités vitales, le travail musculaire,
la thermorégulation, c'est-à-dire le maintien de la température du corps à 37 degrés, l'acte alimentaire, c'est-à-dire le fait de se nourrir, va nous demander une dépense d'énergie, et également des dépenses qui sont dues à des activités spécifiques liées à la croissance, la grossesse, l'allaitement et l'activité sportive. Donc ces dépenses vont varier en fonction des individus, en fonction de leur âge et en fonction des circonstances environnementales. Donc cette dépense doit être compensée par les apports énergétiques alimentaires qui correspondent aux besoins énergétiques. Donc ce sont les dépenses qui vont définir les besoins. Alors l'énergie, c'est quoi? Donc l'énergie, c'est la capacité à effectuer un travail. Il existe trois sortes d'énergie. Une énergie excitatrice, force déclenchant un travail, ou l'énergie potentielle emmagasinée sous forme d'ATP, qui va se transformer en énergie cinétique fournie par l'hydrolyse de l'ATP pour exécuter un travail au niveau cellulaire. Il peut donc s'agir d'un travail de synthèse chimique ou un travail osmotique, ce qui se passe au niveau des reins, ou bien un travail mécanique musculaire, interne ou externe. Donc l'énergie au niveau de l'organisme va être fournie par l'hydrolyse de l'ATP qui constitue donc une source d'énergie potentielle qui va se transformer en énergie chimique ou osmotique ou mécanique. Alors les besoins énergétiques vont dépendre donc de plusieurs facteurs dont les plus importants sont donc la taille du corps. Une personne menue, grande, assez costaud, a besoin de moins d'énergie qu'une personne de forte corpulence. Alors quand je dis une personne menue, c'est-à-dire maigre plutôt, donc il a besoin moins d'énergie par une personne qui est costaud, assez forte. Va dépendre également du métabolisme de base et affecté par différents facteurs, notamment les problèmes thyroïdiens. Alors, à titre de rappel, les glandes thyroïdiennes sécrètent donc des hormones qui peuvent donc stimuler le métabolisme. Quand ils ne sont pas libérés, le métabolisme peut être donc inhibé. Donc l'activité thyroïdienne va stimuler ou augmenter le métabolisme. Va dépendre également de l'activité physique. Donc plus le sujet effectue d'efforts physiques, qu'il s'agit de travail ou de loisirs, plus ses besoins énergétiques vont augmenter. La grossesse également. Une femme enceinte a besoin de plus d'énergie pour le développement du fœtus et à cause de sa prise de poids. L'allaitement, une femme qui allaite a besoin d'énergie pour produire un lait de bonne qualité. La durée prolongée de l'allaitement dans de nombreux pays d'Afrique et d'Asie explique qu'une large proportion de femmes a des besoins énergétiques augmentés. Donc l'allaitement, c'est normal. Il va donc consommer des nutriments, il a besoin donc d'énergie. Donc la consommation d'énergie va augmenter avec l'allaitement. L'âge. Les nourrissons et les enfants ont besoin de plus d'énergie pour leur croissance et leur activité. Par contre, chez les personnes âgées, les besoins diminuent à cause donc réduction de l'activité et du métabolisme de base. Le climat joue également un rôle dans la variation de ces besoins énergétiques. Alors dans les pays chauds par exemple, c'est-à-dire la majorité des pays de la zone tropicale, il faut moins d'énergie pour maintenir la température du corps que dans des pays où le climat est froid. Donc quand il fait froid, on a besoin de plus d'énergie pour maintenir la température du corps à 37 degrés, contrairement à ce qu'on se trouve dans des pays chauds où on a moins besoin d'énergie. Donc finalement, les besoins vont dépendre de la taille du corps, du métabolisme de base, de l'activité physique, de l'allaitement, la grossesse, l'âge et le climat. Alors là, vous avez sur ce tableau un exemple des contributions des différents organes à la dépense énergétique globale. Le foie par exemple, le cerveau, le cœur, le rein, les muscles, les tissus adipeux et divers autres organes
Alors sur 100% des besoins énergétiques, vous voyez que chez l'homme, le foie, le cerveau et les muscles, ce sont donc les organes qui dépensent le plus d'énergie. Bien sûr, les demandes du cœur peuvent augmenter en fonction de l'activité physique. Plus vous augmentez, votre activité physique augmente, plus donc les fréquences cardiaques augmentent et donc les besoins vont augmenter. Alors vous voyez que il y a donc une différence de contribution ou de dépenses énergétiques par ces différents organes chez les personnes adultes par rapport aux enfants. Chez l'enfant, vous voyez que c'est le cerveau qui consomme le plus d'énergie. Et les différentes parties ou différents organes consomment donc plus d'énergie par rapport aux personnes adultes, hommes ou femmes. Donc il y a un léger dimorphisme entre l'homme et la femme, et ceci concerne surtout donc les besoins énergétiques des muscles. L'homme, il travaille plus que la femme, cela explique donc ces besoins musculaires plus importants chez l'homme par rapport à la femme. Alors, comme nous l'avons vu, les besoins énergétiques vont donc dépendre des dépenses énergétiques de l'organisme. Les grandes fonctions, croissance, développement, le maintien de l'homéostasie, l'activité cardiaque, la respiration et la production ont un coût énergétique dont la somme est appelée dépense énergétique totale. Alors pour fonctionner, notre organisme a besoin de calories qu'il va ensuite dépenser. Donc les apports, il aura besoin des apports pour couvrir ses besoins. L'homme, il va donc puiser l'énergie dans le milieu extérieur ou dans ses réserves à partir des liaisons chimiques des nutriments et la transformation en une autre énergie chimique utilisable qui est l'ATP, qui est donc une forme de stockage d'énergie qui sera libérée par rupture de liaison riche en énergie. Donc qui se trouve au niveau de la déphosphorylation de l'ATP en ADP, va s'accompagner donc d'une libération d'énergie potentielle. Les dépenses, donc après donc cette prise d'aliments, l'homme il va donc restituer l'énergie au milieu extérieur sous forme chimique. Donc les aliments ils vont être oxydés, ils vont donc donner de l'énergie, mais également des déchets sous forme de CO2, d'urée, créatinine par exemple, et également sous forme de travail mécanique et de dégagement de chaleur. Alors, seuls les substrats organiques carbonés apportés par l'alimentation, glucides, lipides et protéines, sont donc susceptibles de fournir de l'énergie aux cellules de l'organisme. Alors, pour une alimentation équilibrée, la dépense énergétique doit être essentiellement couverte par les apports alimentaires en glucides, 50 à 65% de glucides, qui fournissent donc de l'énergie à court et à moyen terme, et en lipides, 30 à 35%, et qui fournissent de l'énergie à long terme. Donc cela veut dire que nos apports énergétiques doivent être donc assurés 50 à 55% par des glucides et 30 à 35% par les lipides. Donc les glucides sont donc l'énergie qui va être utilisée à moyen terme, par contre les lipides c'est une énergie qui va être utilisée à long terme. Dans la mitochondrie, l'acétylcholine est l'étape finale commune donc des glucides, lipides et protéines qui entrent dans le cycle de Krebs où il y a donc couplage entre oxydoréduction et phosphorylation et formation de l'ATP. Donc tous ces substrats énergétiques passent donc par la voie de l'acétyl-CoA pour fournir de l'ATP, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Donc nos réserves en glycogène ou en protéines en triglycérides, ils vont donc passer par différentes voies métaboliques pour rejoindre ou donner de l'acétyl-CoA, et c'est cet acétyl-CoA qui va donc via donc la chaîne respiratoire donner la production de l'ATP. Donc l'ATP donc c'est une étape finale commune des glucides, lipides et des protéines à la formation de l'ATP via donc l'acétyl-CoA. Et ceci se passe au niveau de la mitochondrie. Donc la formation de l'ATP intermitochondrial
Donc, c'est se fait grâce à la chaîne respiratoire qui est localisée dans la membrane interne des mitochondries où se trouvent donc les transporteurs d'électrons. Il produit de l'ATP et de l'eau selon un processus couplé constitué de deux sous-ensembles distincts qui ont une fonction propre. Alors, la chaîne d'oxydoréduction produit l'eau par transport vers l'oxygène des hydrogènes. Vous avez donc l'oxygène, transport des hydrogènes des acides nucléiques NADH réduit. Et ça, c'est la respiration cellulaire. Deuxième étape, c'est la phosphorylation de l'ATP en ATP, qui est réalisée grâce à l'énergie produite graduellement par la chaîne d'oxydoréduction. Vous avez ici une oxydation du pouvoir réducteur de NADH qui va produire de l'eau. Et parallèlement à ça, l'ADP va être phosphorylé pour former de l'ATP. L'association de ces deux types de réactions, c'est ce qu'on appelle l'oxydation phosphorylante. Donc il y a oxydation du pouvoir réducteur NADH et la phosphorylation de l'ADP en ATP. Alors l'hydrogène il provient donc des coenzymes réduits, soit le NADH, soit le FADH qu'on a vu ici. Et ces deux coenzymes donc, réduits sont donc les substrats de la chaîne respiratoire mitochondriale. L'oxygène à lui, c'est une molécule qui est apportée au tissu par la respiration, la circulation sanguine et la diffusion dans les tissus. Donc ce sont donc les réactions d'oxydation phosphorylante qui vont permettre donc la formation ou la production de l'ATP. Et on voit que le pouvoir réducteur de NADH et FADH joue un rôle très important dans ces réactions d'oxydation phosphorylante. Donc l'ATP est une forme de stockage d'énergie qui sera libérée par rupture des liaisons riches en énergie, déphosphorylation en ADP. Donc suite à plus le phosphate, plus l'énergie. La quantité d'ATP dont un être vivant a besoin pour vivre est impressionnante. Un homme sédentaire de 70 kg requiert environ 200 kcal pour un jour d'activité. Donc, les besoins énergétiques journaliers peuvent atteindre donc 200 kcal. Alors pour fournir autant d'énergie, il faut donc 83 kg d'ATP. Cependant, un être humain ne contient qu'environ 250 g d'ATP. Donc une grande différence entre les besoins et les réserves contenues dans notre organisme en ATP. Donc la disparité entre la quantité d'ATP que nous possédons et la quantité que nous dépensons est expliquée par le recyclage de l'ATP en ATP. Alors chaque molécule d'ATP est recyclée environ 300 fois par jour. Ce recyclage est effectué principalement par la réaction qu'on a vue, la phosphorylation oxydative, qui a donc besoin de pouvoir réducteur et d'oxygène. Alors sur ce tableau, vous pouvez voir donc les besoins énergétiques quotidiens et vous pouvez voir que ces besoins ne sont pas les mêmes ou changent en fonction de l'âge, du sexe et également de l'activité physique. Un enfant par exemple de 1 à 3 ans, il a un besoin journalier de 1450 kcal. Un adolescent, il a un besoin double, 300 kcal. Et ceci s'explique bien sûr par l'adolescence, c'est une période de croissance et de grande activité. Donc des besoins énormes, dépenses énormes et donc des besoins énormes par rapport à l'enfant d'un an à 3 ans. Bien sûr, il y a une différence entre le garçon et la fille. Alors chez l'adulte, il y a une disparité également en fonction du sexe. Mais cette variation dépend également de l'activité. Alors, pour une activité faible, vous voyez que l'homme a besoin de
400 kilocalories, alors que les femmes, ils ont besoin que de 1850 kilocalories. Quand il s'agit d'une activité moyenne, les besoins augmentent. Quand il y a une activité intense, les besoins augmentent également. Chez la femme, l'activité est faible par rapport à la période de grossesse, vous voyez que les besoins augmentent également. Donc les besoins de la grossesse peuvent être égaux aux besoins demandés d'une femme en grande ou en activité intense. Alors ces calories, bien sûr, ils sont apportés par les nutriments énergétiques. Vous pouvez voir sur cette partie la valeur énergétique des protéines. Les protéines apportent 1 g de protéines, apportent 4 kilocalories. Les glucides, 1 g apporte 4 kilocalories et les lipides, 1 g de lipides apporte 9 kilocalories. Alors, une kilocalorie qui peut s'écrire K majuscule CAL est égale à 4,18 kJ, parce que l'expression de l'énergie peut être faite soit en calories, kilocalories, ou bien en kilojoules. Pour un adulte sédentaire, la dépense énergétique totale est en moyenne de 10 000 kJ par jour. C'est l'équivalent de 2400 kilocalories par jour. Toutefois, il varie, comme nous avons vu, en fonction donc de l'âge, de l'état d'activité physique et également de l'état physiologique. Comme on peut le voir ici, chez la femme normale et la femme gestante pendant la période de grossesse. Alors l'apport énergétique nécessaire pour couvrir donc la dépense énergétique journalière totale doit être réparti de façon équilibrée tout au long de la journée. C'est-à-dire ces apports ils doivent être répartis en fonction des prises alimentaires et nous avons l'habitude de consommer nos aliments en 3 périodes: petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais des fois, on a besoin également d'un goûter. Donc, les apports doivent être répartis de la manière suivante: 20 à 25% au petit déjeuner, parce que au cours de la journée, après le petit déjeuner, on va donc au travail et donc on se dépense. Et donc, il faut qu'il y ait un apport préalable pour assurer donc les dépenses de la matinée. Après le déjeuner, 25 à 35%. Et entre le déjeuner et le dîner, des fois on a besoin d'un petit goûter. Et ce goûter, il a le rôle donc de répondre à cette sensation de faim qui est déclenchée souvent donc l'après-midi. Donc il faut donc essayer d'apporter un plus sous forme d'un goûter. Alors, mesure de la valeur énergétique des aliments. Alors, comment on peut donc déterminer donc, cette valeur énergétique? Donc, l'énergie contenue dans les aliments est une donc, forme d'énergie chimique que l'on peut mesurer en brûlant un échantillon et en mesurant simplement la quantité de chaleur produite par cette combustion de cet aliment. La quantité d'énergie par combustion de l'énergie et d'énergie brute, généralement mesurée en mégajoules par kilogramme de matière sèche des aliments. Alors en laboratoire, les mesures sont réalisées grâce à un appareil appelé bombe calorimétrique. Cette méthode consiste à prélever un petit échantillon sec d'aliments, par exemple 1 gramme. L'échantillon est placé dans un récipient en acier très résistant appelé bombe, rempli d'oxygène pur sous pression. L'échantillon est enflammé électriquement et sa combustion produit donc de la chaleur. Cette chaleur est ensuite évacuée et sa température peut être mesurée avec précision à l'aide d'un thermomètre extrêmement sensible, comme vous pouvez le voir sur ce schéma-là. Vous avez donc la bombe calorimétrique, la chambre de combustion, ici. Donc l'échantillon il est posé là, il est en présence d'oxygène, il va donc être brûlé électriquement. Et sa combustion va dégager de la chaleur. Cette chaleur va réchauffer cette eau et la température peut donc être relevée.
Donc la détermination de la valeur énergétique des nutriments se fait par cette technique qu'on appelle technique calorimétrie directe. C'est-à-dire la chaleur qui est dégagée, elle va réchauffer l'eau et on peut donc déterminer la différence de température ou la chaleur dégagée qui conduit donc au réchauffement de l'eau. Alors l'oxydation totale de ces aliments dans une banque calorimétrique en présence donc d'oxygène libère de la chaleur qui peut donc être mesurée avec précision. Et c'est cette augmentation de la température de l'eau qui est directement liée à l'émission d'énergie brute par l'échantillon alimentaire. Alors, cette technique a été délaissée pour donc laisser place à des automates qui donc vous donnent directement la quantité de chaleur dégagée par la combustion d'une quantité donnée d'aliments. Et donc définir la quantité d'énergie qui peut être libérée suite à la combustion ou l'oxydation d'un élément donné. Vous avez donc, comme vous pouvez le voir, la combustion du glucose dans un calorimètre. Une molécule de glucose va utiliser 6 molécules d'oxygène et va donc produire le CO2, H2O et dégager une quantité, libérer une quantité d'énergie, 673 kcal d'énergie. Alors dans notre organisme, les aliments, une fois absorbés par les intestins, sont transformés au sein de l'organisme en énergie. La valeur énergétique qu'ils possèdent est exprimée en joules ou en calories. Alors les diététiciens mesurent cette valeur énergétique en calories. Il s'agit donc de l'unité de mesure de la valeur énergétique des aliments. Certains préfèrent par exemple utiliser le kilocalorie comme unité de mesure de l'énergie des aliments. La définition de la calorie, c'est donc une unité de mesure de l'énergie contenue dans une certaine quantité d'aliments. Et la définition améliorée, calorie à 15 degrés Celsius, spécifie la calorie comme la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de 1 g d'eau dégazée de 14,5 degrés Celsius à 15,5 degrés Celsius sous pression atmosphérique normale. Donc, la chaleur dégagée suite à la combustion d'un nutriment qui fait augmenter la température d'un degré de 14,5 à 15,5 correspond à une calorie ou 1 kilocalorie. Donc vous pouvez voir l'écriture, donc c'est écrit en C majuscule ou bien KCL. Et une kilocalorie correspond à 1000 calories. Alors, les aliments oxydés en présence d'oxygène, leur combustion ou leur oxydation va donc produire de l'énergie et produire des déchets. Donc les aliments ils vont être dégradés en présence d'oxygène, donnant donc des produits tels que CO2, H2O, l'urée, dégager de la chaleur, mais également ils vont produire de l'énergie potentielle. Cette énergie potentielle, c'est une sorte d'énergie cinétique, mécanique, qui va se transformer bien sûr en énergie cinétique, mécanique, chimique, électrique ou une énergie rayonnante. Donc on parle de vie qui correspond donc à une combustion. Donc la vie ne peut être maintenue que grâce à la combustion d'aliments qui vont donc être oxydés pour nous donner de l'énergie nécessaire donc au renouvellement, au renouvellement de nos cellules et puis au maintien de leur organisation et leur permettant d'assurer leur fonction vitale. Quelle est donc la valeur énergétique de ces nutriments lorsqu'ils sont brûlés pour produire du travail? Alors 1 gramme de glucides peut produire produit donc 4 kilocalories, soit donc 16,7
kJ, sachant qu'une kilocalorie est égale à 4,18 kJ. Les protides donnent donc 4 kilocalories, l'alcool 7 kilocalories et puis les lipides 9 kilocalories. Donc vous pouvez remarquer que ce sont les lipides, les graisses, ce sont donc les nutriments les plus énergétiques. Donc 1 gramme de lipides donne 9 kilocalories, alors qu'un gramme de protéines ou de glucides, de protéines ne donne que 1 kilocalorie. Alors l'unité utilisée en France est le kilocalorie. L'unité internationale est le kilojoule. Donc on a donc l'habitude de parler de calories plutôt que de kilojoules. Mais vous allez trouver dans certains tableaux des fois l'énergie exprimée en kilojoules ou en kilocalories. Donc c'est la même chose, mais il faut juste retenir qu'une kilocalorie c'est donc 4,18 kilojoules. Lorsqu'un aliment contient, par exemple, lorsqu'on peut donc déterminer la quantité d'énergie qui peut être libérée par un aliment donné, l'exemple donné est le suivant. Lorsqu'un aliment contient par exemple 33,1% de glucides, 9,6% de lipides et 34,6% de protéines, sa valeur énergétique calculée est donc 31 multiplié par 4, sachant que 1 gramme de glucides donne 4 kilocalories, 9,6 multiplié par 9, sachant qu'un gramme de lipides donne 9 kilocalories, et 34,6 multiplié par 4, ça fait un total de 357,2 kilocalories pour 100 grammes d'aliments. Parce que vous avez 33%. Donc pour 100 grammes, vous avez 33 grammes. Et 33 grammes, ils vont donner donc 33,1 multiplié par 4 kilocalories. Donc vous avez un aliment qui contient 33,1% de glucides, 9,6% de lipides et 34,6% de protéines peut dégager une quantité d'énergie qui est de 357,2 kilocalories ou l'équivalent de 1493 kilojoules. Donc sachant que nos aliments contiennent des proportions différentes en glucides, en protéines et en lipides, donc chaque aliment va donc produire une quantité d'énergie différente en fonction de sa composition en différents nutriments énergétiques. Alors quels sont nos besoins conseillés, énergétiques conseillés? Donc nous avons dit que ce qui va dicter les besoins, ce sont donc les dépenses. Mais nos besoins, ils peuvent être calculés par ou estimés par des équations. Vous avez donc un exemple d'équation qui peut donc qui vont nous permettre de calculer nos besoins conseillés en énergie. Et vous voyez bien que ces équations dépendent de l'âge, de la taille et également de l'activité physique, d'un coefficient lié au niveau de l'activité physique. Les équations ne sont pas les mêmes chez l'homme et chez la femme, mais c'est eux qui nous permettent donc de déterminer de façon assez précise nos besoins énergétiques qui vont donc dépendre surtout de l'âge, de la taille et également de l'activité physique. Vous avez donc ce tableau où je vous ai déjà projeté, vous voyez donc qui nous permet donc de déterminer ces besoins qui dépendent donc de l'âge, de l'activité physique également. Alors pour un adulte sédentaire, la dépense énergétique totale est en moyenne de 100 000 kJ, qui est donc l'équivalent de 2400 kcal. Ça, c'est un chiffre à retenir. Toutefois, il varie, donc, comme on avait vu, en fonction de l'âge, de l'état physiologique et du niveau d'activité physique. Donc je vais me contenter dans cette première séquence de ce que je viens de vous dire et donc je vais reprendre avec une deuxième séquence qui va nous permettre
j'ai eu un petit incident, donc c'est pas grave, je vais arrêter quand même l'enregistrement. Et on va donc reprendre